Bonsoir Mathieu Hanotin. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste, ex-directeur de campagne de Benoît Hamon. En face de vous, Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également, vous êtes député Les Républicains de Paris et porte-parole du groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale. D'abord vos enseignements respectifs de ces sénatoriales partielles. À l'évidence, il y a quand même un enseignement majeur, c'est ce que tout le monde a pu dire depuis quelques heures maintenant. C'est le fait que une forme de coup d'arrêt sur ce que d'aucuns ont appelé la vague LREM, la vague Macron. Moi, j'entends les explications ici ou là visant à minimiser. Il n'empêche, il y avait une réelle volonté, y compris pour des sujets politiques, constitutionnels, de s'implanter au Sénat, de séduire toute une partie des élus locaux, de droite en particulier, mais pas que. Et manifestement, ça n'a pas marché. Il s'avère même que je crois que leur groupe recule. Ils perdent 6 ou 7 sièges par rapport à la précédente. La République En Marche perd des sénateurs ce soir, oui. Okay. Et est-ce que l'exécutif doit entendre justement le message des élus locaux? Toujours. Mais enfin, soyons objectifs. Si Emmanuel Macron a pu convaincre les Français à la présidentielle, puis aux législatives, c'était beaucoup plus difficile au sénatorial, puisque ce sont 95% d'électeurs qui sont des conseillers municipaux, élus en 2014, essentiellement républicains ou UDI, ou essentiellement socialistes. Essentiellement socialistes. Donc c'est assez logique. Si certains, La République En Marche, avaient mis peut-être la barre un peu haute, c'est qu'ils avaient un peu péché par naïveté, parce que ce résultat est assez logique, au fond, parce qu'il est un peu mathématique et arithmétique. Je crois que ce qui va compter maintenant, c'est de savoir si la majorité de droite et du centre au Sénat va être une majorité constructive. C'est-à-dire en gros, est-ce que dès demain, il va y avoir des rapprochements, parce que c'est ça l'enjeu? D'aider le gouvernement à faire les bonnes réformes pour le pays. On a parlé du travail, on pourrait parler de l'école, où Jean-Michel Blanquer fait de bonnes propositions et met en œuvre une politique que nous avons toujours souhaitée à droite et au centre, sur le terrorisme, et puis sur la réforme institutionnelle. Je crois que c'est plutôt bon d'ailleurs qu'on puisse tous ensemble discuter pour trouver une majorité large afin de réformer à la fois le Sénat, les pratiques aussi à l'Assemblée nationale, la procédure parlementaire. Et c'est aussi pas mal que cette ambiance constructive, cet état d'esprit constructif puisse toucher à la fois La République En Marche et la droite LR. Et est-ce que finalement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça ne va pas échauder quelques sénateurs, finalement les constructifs à l'Assemblée? Vous êtes un petit peu noyé dans le flot des vrais marcheurs, si j'ose dire. Non, on existe par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons le sens des responsabilités, nous votons dans l'intérêt général les bonnes réformes pour le pays. Je crois que le pays a besoin d'avancer, on ne va pas voter contre nos convictions et nos valeurs. L'opposition stérile et frontale, pour nous, ça n'a aucun sens, mais nous gardons notre liberté de ton et notre liberté de proposition pour essayer vraiment, encore une fois, d'aider le gouvernement à obtenir des résultats en termes de croissance, d'emploi, d'école, de sécurité. Concernant le Parti Socialiste, Mathieu Hanotin, heureusement que le Sénat est encore là, là-bas au moins vous résistez. Oui, non, mais bon, il y a des effets mécaniques, encore une fois, dans tout scrutin. Et donc, évidemment, personne ne disait que tout ne pouvait pas se passer, entre guillemets. Mais néanmoins, ça se passe mieux que prévu. Donc quand ça se passe mieux que prévu, il faut le dire. Et moi, je veux féliciter tous les élus socialistes, mais aussi surtout tous les élus de gauche ce soir qui sont élus et qui rentrent au Sénat. Parce que je pense que quand j'entends en tout cas Pierre-Yves Bournazel, ça me renforce dans l'idée que la seule opposition, on a dit ce soir que le Parti socialiste a été au Sénat la première opposition parlementaire. À l'évidence, oui, parce que j'ai entendu des représentants du gouvernement en appeler à la constitution de majorité d'idées au Sénat aussi. J'ai tendance à croire qu'elles ne seront pas difficiles à constituer avec la majorité politique de droite du Sénat. Quand on voit un certain nombre de réformes, M. Bournazel le disait à l'instant, qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement, on est clairement dans le champ de la droite, du centre-droit, peu importe, en tout cas de ce côté-là de l'échiquier politique. Donc oui, ça renforce aussi la capacité d'opposition parlementaire, ce résultat de ce soir, et je m'en félicite. Les réformes auxquelles vous faites allusion, justement, celles de l'exécutif, suscitent une forme de contestation. Venons-en à cela, justement, les suites de la mobilisation contre les ordonnances, notamment celles réformant le Code du travail. Les routiers CGT et Force ouvrière lancent dès ce soir un mouvement reconductible. Loïc Besson. Des stations-service inaccessibles, faute d'essence disponible. C'est le type de scène que les syndicats routiers souhaitent reproduire. L'objectif n'est pas de mettre à sec la France, il est simplement de faire revenir le gouvernement à la raison, et pour cela nous utilisons notre droit de grève. Un appel à la grève des routiers CGT et Force ouvrière pour limiter les ravitaillements, mais les organisateurs promettent également de multiplier les rassemblements. Objectif, bloquer les lieux stratégiques comme les bases logistiques et dépôts de carburant.
Dès 5 heures du matin, des opérations escargots sont également prévues dans plusieurs grandes villes du pays. Le fait de distribuer des tracts aux poids lourds et autres feront qu'il y aura de forts ralentissements pour les usagers de la route. Dans leur viseur, la réforme du Code du travail par ordonnance. Elles ont été signées vendredi par Emmanuel Macron, mais les opposants au texte ne désarment pas. On trouve regrettable, en tout cas il faut qu'on discute, sur le fait qu'il n'y ait pas l'ensemble des confédérations, des syndicats à l'échelle nationale qui soient unis pour combattre ce recul social. Car les organisations syndicales avancent désunies. Le patron de Force ouvrière a indiqué ne pas avoir été consulté concernant cet appel à la grève. Blocage en perspective la semaine prochaine, notamment du fait des actions des routiers. C'est la seule façon de faire entendre sa voix ou d'une certaine manière c'est antidémocratique? Moi, je respecte toutes celles et tous ceux qui critiquent le gouvernement et qui souhaitent s'exprimer avec le droit de grève. Vous êtes constructif jusqu'au bout des ongles. Je veux dire, dans un pays, c'est normal qu'il y ait de la contestation. Mais je suis aussi respectueux des votes. Là, je parle des blocages. Oui, bien sûr, mais je suis respectueux, moi, surtout du vote des Français. À la présidentielle et aux législatives, les Français ont donné une majorité pour la réforme. Et sans donner un blanc-seing, on le sait tous. Oui, mais Emmanuel Macron est en train d'appliquer ce qu'il avait dit pendant l'élection présidentielle, et sur ce quoi une majorité de députés se sont engagés devant les électrices et les électeurs. Et donc c'est important de tenir ces engagements. Et ensuite, chaque Français sait bien qu'il faut réformer en profondeur. Les petits entrepreneurs, les commerçants, les artisans nous disent quoi sur le terrain? Qu'ils étouffent de normes et qu'il faut leur simplifier la vie pour créer de l'emploi. Qui sait mieux qu'un entrepreneur comment créer de l'emploi? Il faut que dans notre pays, on puisse faire confiance à celles et ceux qui innovent, qui créent et qui inventent. Bien sûr qu'il faut des garanties en contrepartie, des protections, et ça a été prévu par le texte. Mais moi, je suis de manière générale pour faire avancer mon pays et qu'il faut qu'on sorte des logiques partisanes et qu'on ait le courage vraiment d'avancer sur des réformes. Je vous donne un seul exemple supplémentaire. Sur la question de la sécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé qu'en 2018, il voulait mettre en place une police du quotidien pour être sur le terrain. Moi, je le vois dans le 18e arrondissement, dans ma circonscription, de Châteaurouge ou à la porte de Clignancourt, à la porte de Montmartre, il y a des problèmes du quotidien. Il faut mettre le paquet. Eh bien, je soutiendrai le gouvernement dans cette réforme-là. Et je crois que les Français veulent vraiment que le pays avance et que toute forme de blocage sur les questions économiques ou les blocages politiques à l'Assemblée ou au Sénat, eh bien c'est un peu de la vieille politique et ça ressemble au fond à des vieux clivages artificiels. Mathieu Hanotin, vous êtes aux côtés des contestataires, notamment Jean-Luc Mélenchon. Vous serez de ce million qu'il espère voir réuni sur les Champs-Élysées. Vous espérez que la mobilisation va continuer à grossir? Moi, je pense que je m'appelle en tout cas à ce que tous ceux qui partagent ce rejet de ces ordonnances travail trouvent les voies et les moyens de se retrouver. Vous encouragez notamment au blocage sur l'ensemble du territoire. Dans toute forme de mobilisation. Et encore une fois, effectivement, moi je respecte parfaitement le droit de grève. Chacun se fait entendre de la manière dont il peut. C'est important que chacun se mobilise pour qu'il y ait une prise de conscience aussi de ce qui se passe dans la société avec ces ordonnances travail. Parce que moi, j'entends ce que dit M. Bournazel. Alors vraiment, on a une ancienne qui arrive, c'est la vieille politique. Alors dès qu'il y a quelque chose où on ne sait plus comment le définir, on dit ah mais tout ça c'était avant. Vous savez, c'était la vieille politique. Je me demande d'ailleurs combien de temps ça va durer dans le débat public, ce rappel régulier. Moi, j'ai envie de demander tout simplement à M. Bournazel combien il pense que vont créer d'emplois ces ordonnances travail. Voilà, c'est une vraie question. Je pense, je vous le dis honnêtement, que ça va créer 0 emploi. C'est un vrai choix stratégique, c'est un vrai choix idéologique. Il y a une conviction qui est présente dans ce gouvernement que vous soutenez, qui est une chose simple, c'est le travail coûte trop cher en France quand on le compare aux autres pays. Eh bien, voilà, je pense que finalement cette forme de dumping social vers le bas, je pense qu'elle est néfaste pour tout le monde. Merci à tous les deux. Pour le nombre d'emplois, j'ai envie de dire on verra. Parce que, oui, mais faisons confiance aux entrepreneurs, à celles et ceux qui sont sur le terrain et qui nous disent il faut faire sauter des verrous. Et je crois que le gouvernement a compris ce message-là. Et au-delà de la gauche et de la droite, qu'on échoué depuis 40 ans, il y a enfin un gouvernement qui agit. Merci à tous les deux.